décrypte souvent les conflits violents en Afrique sous le prisme de la violence communautaire, de la violence ethnique. On utilise souvent ces mots-là pour qualifier ces conflits. Il faut se méfier de ces explications qui sont souvent simplistes, voire carrément inexactes, puisque l'ethnicité en elle-même ne pousse pas les gens à rentrer en conflit. L'ethnicité est plutôt un langage qu'on utilise pour qualifier un conflit qu'on a avec un autre groupe, avec un groupe rival. Donc plutôt que de voir l'ethnicité comme la cause des conflits, il faut la voir comme l'une des ressources que les gens mobilisent pour légitimer leurs revendications dans le cadre d'un conflit. Les conflits fonciers sont étroitement liés à la question des identités et des appartenances. Le foncier est évidemment une question de subsistance. En Afrique subsaharienne, environ la moitié de la population vit de l'agriculture et dans certains pays, ça peut monter jusqu'à 80%. Mais le foncier a aussi une dimension symbolique très forte. Accéder au foncier dans beaucoup de sociétés agraires, ça revient aussi à accéder à la pleine citoyenneté. Pour un jeune homme, le fait de pouvoir avoir accès à un lopin de terre, c'est aussi la possibilité de pouvoir se marier et d'accéder au statut d'adulte de plein droit au sein de la société. Donc le fait d'exclure quelqu'un de l'accès au foncier, ça revient aussi à l'exclure de l'accès à la citoyenneté. On décrit beaucoup de conflits en Afrique subsaharienne sous les termes du conflit d'autochtonie. C'est-à-dire ce sont des conflits où les personnes qui se conçoivent, qui se vivent comme étant originaires d'un lieu, cherchent à exclure les migrants de l'accès au foncier dans toute la région. On comprend donc que exclure les migrants de cet accès au foncier ne revient pas seulement à les exclure d'une dimension, d'une activité économique, mais revient aussi à leur nier des droits, à considérer que ces migrants sont en fait des citoyens de seconde zone. Les conflits d'autochtonie peuvent être extrêmement violents. Par exemple, dans la République démocratique du Congo, à l'est du pays, depuis 1997, une partie importante de la violence qui se déroule à l'échelle locale s'explique par ces conflits d'autochtonie. Des milices que l'on appelle les Maï-Maï considèrent que les paysans Tutsis n'ont pas le droit de s'installer dans la région. On pourrait considérer, certaines interprétations pourraient lire ça sous la forme de xénophobie ou de racisme, mais en réalité, ce qui se joue est le fait que ces milices Maï-Maï accusent les Tutsis d'avoir été alliés avec le pouvoir politique à un certain moment, d'avoir aussi été alliés à des groupes armés soutenus par le Rwanda qui ont occupé la région à diverses reprises depuis 1997, et donc cherchent à les rejeter en dehors de la communauté politique. La violence de ces conflits fonciers doit aussi se comprendre au regard de l'histoire de la région, puisque à l'est de la République démocratique du Congo, depuis l'époque coloniale, la migration de paysans venant des régions avoisinantes, et notamment de ce qui est aujourd'hui le Rwanda, a constitué un élément à la fois de développement économique pour l'État colonial puis indépendant, mais aussi de gouvernement politique, puisque en ramenant des migrants, on cherchait aussi à se constituer des clientèles qui seraient loyales à l'État. C'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne où la migration rurale, la migration interne au pays est un fait social extrêmement prégnant, et ce, dès l'époque coloniale, notamment lié au développement des cultures de rente. On a par exemple dans beaucoup de pays du littoral fait venir des populations de l'intérieur pour cultiver des cultures d'exportation comme le café, le cacao ou encore le palmier à huile. Cette rencontre entre populations autochtones et populations migrantes a pu être instrumentalisée à des fins politiques et, dans certains cas, a pu déboucher sur des affrontements violents. Une façon utile d'interpréter l'escalade des conflits fonciers est de penser en termes de politisation, c'est-à-dire comment un conflit foncier devient politique.
Cette politisation veut dire qu'on passe du statut d'un conflit individuel qui touche les relations par exemple entre un paysan et son voisin ou entre un paysan et un propriétaire foncier à des relations entre groupes, c'est-à-dire entre un groupe que l'on peut définir dans des termes ethniques, mais aussi en utilisant d'autres catégories, et un autre groupe, un groupe rival. Alors qu'est-ce qui explique cette politisation ? Bien souvent, ce qu'on observe, c'est la présence d'un tiers acteur. On va appeler ce tiers acteur un entrepreneur politique. Cet entrepreneur va proposer un récit, que l'on appelle aussi une narrative, qui va expliquer les griefs dans des termes identitaires ou des termes partisans. C'est-à-dire qu'il va chercher à expliquer, à construire une histoire dans laquelle les souffrances d'un individu ne sont plus uniquement ses souffrances à lui ou à elle, mais les souffrances de tout un groupe. Il va aussi chercher à expliquer l'origine de ces souffrances par l'action d'un autre groupe. Donc le conflit entre un agriculteur Dogon et un éleveur Peul n'est plus le conflit entre deux personnes, c'est le conflit entre le peuple Dogon et le peuple Peul. Ces narratives ont deux conséquences particulières. Premièrement, elles peuvent générer des formes de coalition au niveau horizontal, c'est-à-dire des formes de solidarité horizontale, c'est-à-dire entre des personnes de la même condition sociale. Ça peut permettre, par exemple, de mobiliser un ensemble de personnes autour d'une même cause. Ces narratives, elles peuvent aussi construire des solidarités verticales, c'est-à-dire entre des paysans qui se retrouvent en conflit pour un lopin de terre ou un territoire et des acteurs politiques, des leaders de partis politiques, des leaders miliciens ou des personnes qui cherchent à représenter ce groupe à l'échelle nationale. C'est ce qu'on a observé par exemple en Côte d'Ivoire, à l'ouest du pays, pendant la guerre civile entre 2002 et 2011. Dans cette région, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, a produit une narrative, un récit qui expliquait les difficultés des paysans de cette région par la migration d'autres paysans venus du centre ou du nord de la Côte d'Ivoire. La narrative était donc que l'État avait auparavant favorisé ces migrations, que ces paysans avaient spolié les autochtones de leurs terres, et que les chefs de famille et les chefs de village localement avaient favorisé ces terres. On disait qu'ils les avaient bradées pour une bouteille de gin. Les jeunes localement se sont appropriés de cette narrative et l'ont utilisée comme fondement politique et fondement idéologique pour la constitution de milices, que l'on a appelées des milices patriotiques. Et le fait d'avoir une narrative commune a aussi facilité les rapports entre ces chefs de milices patriotiques et des responsables du Front populaire ivoirien, à la fois au niveau local et au niveau national. Pour conclure, on peut dire que les conflits fonciers jouent un rôle important dans la dynamique des conflits violents. D'abord parce qu'ils donnent aux gens une raison pour se battre. Mais cette raison, elle n'est pas uniquement liée à la subsistance, au fait que le foncier est le support pour une activité agricole. Ces raisons sont aussi des raisons symboliques, puisque le foncier est en quelque sorte ce qui permet d'avoir des droits au sein de beaucoup de sociétés agraires. En outre, le foncier, pour que ces conflits fonciers deviennent violents, il faut qu'il y ait un changement d'échelle, une politisation de ces conflits. Or, cette politisation s'explique bien souvent par l'intervention d'autres acteurs qui viennent proposer des narratives qui permettent de créer des alliances entre des gens qui se retrouvent dans des conflits similaires, mais qui vont donc défendre une même cause exprimée dans des termes politiques ou identitaires.